beaucoup, Alexis Mohamed. Tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil d'ordre d'avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui. Mon intervention aujourd'hui portera sur le médecin expert. Pour être honnête avec vous, donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc j'ai essayé simplement de faire un peu le survol de la situation. S'agissant de médecin expert, et pour introduire le sujet, je pense que le premier point à dire, c'est que dans le médecin expert, il y a médecin et expert. Et le médecin expert est avant tout médecin avant d'être expert. Donc on est médecin expert et non pas expert médecin. Je n'insisterai jamais sur ce point. Le médecin expert, c'est un médecin qui est chargé d'actes de soins assez particuliers. C'est pas de soins plutôt d'actes médicaux un peu particuliers. Donc c'est quelqu'un qui est recommandé de faire des expertises médicales, de pratiquer un mode particulier de médecine qui est la médecine expертale. Cette médecine expертale a quelques particularités. Cette médecine expertale, la particularité va résider essentiellement dans la relation médecin et malade, c'est une relation tout à fait particulière. La finalité aussi de la médecine expertale est un peu particulière, ce qui va imposer à l'expert des exigences un peu particulières, ce que nous allons essayer de voir. D'abord, s'agissant de l'expertise médicale. Qu'est-ce que l'expertise médicale? On peut définir l'expertise médicale de façon simple, c'est une mesure d'instruction confiée donc soit par une juridiction, soit par une institution administrative, soit par un organisme privé, un médecin, un praticien médecin. Ce praticien recevra une mission de préciser, donc d'ordre technique, c'est une mission d'ordre médical, dont la finalité a été d'éclairer donc celui qui l'a mandaté. Autrement dit, là, pour l'expertise médicale, c'est une mission de quelqu'un qui avait décidé, donc un médecin, pour que ce médecin est le décideur. Dans l'expertise médicale, on décide pas. Dans l'expertise médicale, on éclaire simplement celui qui va décider. Et cette personne qui va décider, donc, elle peut être variable, peut être 6 personnes, elles sont un peu nombreux. Et donc, il y a plusieurs types d'expertise médicale. Les expertises médicales, bien sûr, le plus classique, le plus connu, peuvent être judiciaires. Donc, judiciaire, donc, demandé par un expert ici. Et il y en a aussi plusieurs types dans l'expertise judiciaire, ça peut être du pénal, ça peut être du civil. Quelques expertises sont particulières, notamment celle de l'équipe de la voie publique. L'expertise aussi peut être dans le domaine de la sécurité sociale, donc en interdiction de travail, maladie professionnelle. C'est des expertises qui peuvent être demandées, par exemple, tout simplement par le CNAM. L'expertise peut être aussi une expertise personnelle, donc en matière d'assurance personnelle. Ça peut être aussi une expertise particulière, comme des expertises militaires, donc les expertises de pension militaire. Et il y a aussi une expertise qui nous concerne beaucoup, dont on n'aime pas parler beaucoup, c'est l'expertise en responsabilité médicale. C'est aussi un mode particulier, des expertises un peu particulières. S'agissant d'expertise médicale judiciaire, je pense qu'aujourd'hui on va essayer de parler de ça. L'expertise médicale judiciaire, une expertise, ça va de soi. Elle a le particulier d'être coordonnée, d'être demandée par un juge, par une juridiction. Donc c'est une demande faite à un médecin par un juge. Donc l'expertise judiciaire, donc c'est une expertise médicale, elle a la particularité quand il s'agit de médecins, c'est un domaine un peu particulier, l'expertise elle est un peu particulière, pour être honnête, s'agissant d'expertise, c'est une intersection entre deux mondes qui sont très importants, deux mondes qui sont très intéressants, deux mondes qui prennent beaucoup d'importance dans la société et dans la vie de l'homme, qui sont le ministère du droit. Et l'expertise médicale, c'est un peu l'intersection de ces deux domaines qui sont un peu la justice et le droit. Formellement, si vous voulez, en pratique, c'est quoi une expertise? C'est une réponse à une série de questions. C'est un magistrat qui pose des questions à un médecin et le médecin va répondre. Quand on parle d'expertise médicale, il ne faut jamais oublier que les conclusions de l'expert, les conclusions du médecin, ne lient pas le juge. Le juge n'est pas tenu de respecter un peu la décision du juge. La décision plutôt les conclusions du médecin. Le juge est toujours libre de sa décision. Ceci va donner un peu de confort pour nous les médecins experts, parce qu'à la limite on sait que ce n'est pas nous qui nous allons prendre la décision. Ça nous donne un peu la possibilité d'être un peu plus direct. Ça rassure un peu les médecins experts, mais ça sur le plan purement formel. Sur le plan purement formel, parce que concrètement, quand on est médecin expert, on sait que si on nous a demandé des questions, si quelqu'un se propose des questions, c'est qu'il ne connaît pas la réponse. Et quelqu'un qui pose des questions sur un domaine qui lui est étranger, s'il a une réponse,
je suis désolé de vous le dire, mais il sera quasiment obligé de respecter la conclusion ou les dires du médecin. Soyons honnêtes. Si le juge connaît la réponse, il n'aurait pas demandé d'expertise. Donc ça, c'est tout à fait particulier. Donc c'est pour donner un peu l'importance de cette expertise, donc l'importance aussi pour le médecin de se préparer, l'importance aussi du médecin de connaître les conséquences de son expertise pour pouvoir donc réaliser sa mission dans les meilleures conditions. Je reviens encore une fois au médecin expert. J'ai dit que le médecin expert est un médecin, avant tout, et puis il est expert. Un expert, qu'est-ce que nous entendons dire? Dans la langue française, l'expert, c'est quelqu'un qui a un peu d'expertise, qui a de l'expérience, et donc l'expert, c'est quelqu'un qui a acquis une grande habilité par l'expérience. De façon simple, cet expert, de façon générale, si on parle de médecin et de juge, l'expert est quelqu'un qui est connu avoir des connaissances dans un domaine. Il devient expert lorsque cette personne connue, connaissante, donc se trouve questionner sur un sujet. Donc l'expert est une personne choisie pour ses connaissances et pour donner donc une réponse à une question. Ça, l'expert. L'expert judiciaire, oui, c'est un expert, mais ça oublie un cadre un peu particulier, puisqu'on parle de justice, le cadre ne peut être que légal. Quel est le cadre légal des experts, des médecins, bien sûr? Le médecin expert, sur le plan juridique, pour nous, c'est un médecin, pour la justice, c'est un expert avant d'être un médecin. Et donc, ici, le médecin expert va être soumis à la loi cadre, on peut dire, la loi de 1993 relative aux experts judiciaires. En effet, il n'y a pas de texte particulier traitant des médecins experts. Le texte de loi traite des experts de tout rebord, même si dans ces experts-là, il y a donc bien sûr des spécialités et figure dans ces spécialités figure la médecine, et même dans la médecine figurent les spécialités de la médecine, pas tous, mais figure, donc pour faire simple, parmi les experts, il y a les médecins, parmi les médecins experts, il y a différentes spécialités. Ça, c'est la loi de 1993. Beaucoup de textes traitent aussi toujours de cette pratique de l'expertise. La liste est longue. Je veux simplement insister sur le code de déontologie, donc le fait de 1993, le 17 mai 1993. N'oublions jamais, nos médecins, pour le code de déontologie, c'est un texte de loi. N'oublions pas aussi que notre code de déontologie, dans son titre 5, chapitre 2, traite expressément et uniquement de la médecine expertale. C'est pour vous dire l'importance qui a été accordée à ce mode particulier de médecine qui est la médecine expertale. Les experts peuvent être de différentes natures. Le choix de l'expert. Qui choisit l'expert? La réponse est claire, ça va de soi que c'est le juge qui choisit. Et généralement, donc, le choix se fait sur une liste ou sur des listes. En effet, la logique veut qu'il y ait des listes des experts donc, dans les différentes courses. Le choix de l'expert, j'insiste encore une fois, il est libre. Seul le juge peut choisir son expert. Il peut d'ailleurs le choisir parmi la liste, comme il peut le choisir en dehors de la liste. Ça, c'est un principe fondamental de la justice, la liberté du juge. Donc, on peut être considéré, on peut être questionné, on peut être considéré comme expert, même si on n'est pas inscrit sur une liste. Et pour faire simple, et médecin expert, tout médecin, qu'il soit inscrit ou pas sur une liste, à partir du moment où il reçoit une mission d'un juge, bien sûr, la mission doit comporter des questions bien précises auxquelles il sera appelé à répondre. Donc ça pour l'expert. Ce mode d'exercice comporte quelques particularités. Je dirais plutôt quelques difficultés. La médecine est déjà difficile, la médecine expertale est encore plus difficile. Cette médecine expertise, cette médecine expertale se distingue à quelques points, au nombre de cas, si on veut faire la liste. D'ailleurs, par le but, quand on est médecin expert, le but, on va voir que ce n'est pas soigner. La particularité aussi de cette relation médecin-malade, c'est la grande particularité du mode d'exercice de l'expertise. Les techniques employées aussi, donc on est bien limité quand on est expert dans les techniques, et bien sûr aussi dans les incidences, les conséquences de cette médecine d'expert. Je tiens à vous rappeler tous, sans doute vous le savez, que dans la médecine de soins, l'acte médical a une finalité thérapeutique. Ce n'est pas le cas en médecine expertale.
En médecine de soins, le patient choisit librement son médecin. Il investit bien sûr de sa confiance. Pour répondre à cette confiance, le médecin est tenu au secret. Le malade vous fait confiance, vous êtes tenu de respecter les secrets de votre malade. Bien sûr, malheureusement, ceci aussi ne s'applique pas dans la médecine experte. Pour le médecin expert, l'acte médical n'a pas de finalité thérapeutique, ni de diagnostic d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas le médecin qui décide qu'est-ce qu'il faut faire. Le médecin est simplement chargé de répondre aux questions qui n'ont pas été posées par le médecin, ils ont été posées par un juge, bien souvent qui n'est pas médecin, voire même n'a pas de connaissance sur la médecine. Donc ne vous inquiétez pas de recevoir des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, parce qu'ils ont été posées par des non-médecins. D'ailleurs, c'est tout à fait normal que les questions soient difficiles à répondre pour un médecin. L'acte médical dans l'expertise, j'insiste, c'est tout simplement de répondre à la mission que vous avez été demandée ou qui nous a été demandée. Donc la vocation de la médecine d'expert, de la médecine d'expertise ou la mission de l'expert est de formuler donc un avis technique. Bien sûr, un avis technique fondé peut-être sur son expérience, mais ça, ce n'est pas ce qui compte. L'avis technique doit être fondé sur la science, donc en vue bien sûr de permettre à la personne qui a demandé de comprendre quelque chose. En effet, c'est un avis médical qui va permettre donc au régulateur, au juge en question, de résoudre un problème médico-légal. Pour le médecin expert, donc, il n'y a pas de choix du patient. On ne choisit pas le patient. Donc ça, c'est un peu particulier. Donc le médecin est imposé au malade, et donc ici, on ne peut pas exiger de confiance. Ce qui est certain, qu'il n'y a pas de relation médecin-malade, qu'il n'y a pas de relation contractuelle du tout. Mais ceci va avoir aussi quelques conséquences, essentiellement l'absence de confiance. Pour le médecin expert, ne vous étonnez pas si le malade n'a pas confiance en vous. D'ailleurs, c'est tout à fait normal qu'il n'a pas confiance en vous. Vous n'êtes pas son médecin. Il n'y a pas pourquoi il va faire confiance en vous. Donc ça, de façon très simple. Bien sûr, il est censé nous respecter comme médecin. Nous sommes censés le respecter comme patient. Mais il n'y a pas pourquoi on va parler de confiance. Dans la relation médecin-malade, médecin-patient, en matière de médecine de contrôle, de médecine d'expertise précisément, il y a de la méfiance. C'est tout à fait normal que le patient est méfiant du patient. Ce n'est pas habitué pour nous, les médecins. Les médecins qui traitent, les médecins soignants, sont habitués à avoir des malades qui ont confiance en eux. C'est la première des conditions qu'on soigne. Le malade doit avoir confiance en eux. Donc, dès qu'il n'y a pas confiance, à la limite, le malade est prié d'aller voir d'autres médecins chez qui il fait confiance. Mais en matière de médecine de contrôle, d'expertise, donc la méfiance est réelle. Cette méfiance peut être exagérée par l'intérêt du patient. Parce que le patient a intérêt quelque part à cacher quelque chose, à dissimuler quelque chose, à mentir sur quelque chose. Là aussi, ce n'est pas habituel quand on est médecin de ne pas croire ces malades. Ne vous n'entendez pas quand on est médecin expert que les malades soient coopérants, que les malades nous disent la vérité. En tout cas, pas toute la vérité, c'est tout à fait normal. De surplus, de surcroît à cette impossibilité de coopération loyale, par méfiance et par nature, il y a l'impossibilité, pour ne pas dire l'interdiction pour le praticien, pour l'expert, de soumettre ses médecins malades à des investigations dangereuses et désagréables. En matière de médecine, on peut prendre le risque. Le risque peut être accepté lorsqu'il est justifié par l'intérêt de soi. En matière de médecine expertale, on n'a pas le droit, même avec l'accord du malade, d'exposer le malade à un risque, ce qui fait que le plateau technique, le plateau d'investigation est aussi réduit par nature. Là aussi, c'est une difficulté de ce mode d'exercice qui est la médecine experte. Parallèlement, donc, à ces difficultés d'ordre technique, va surajouter à tout ça les dispositions législatives. Au début, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'expertise, et bien sûr, chaque type d'expertise obéit à des règles particulières et à dispositions législatives particulières qui compliquent encore la situation. Croyez-moi, cher ami, il n'y a aucune relation entre l'expertise médicale judiciaire et l'expertise médicale à l'amiable. Entre une expertise pénale et une expertise mandatée internationale, il n'y a aucune comparaison. Même les conséquences sont très différentes et il faut être conscient de ça. D'une façon générale, quand on est expert, on peut être appelé à examiner des patients, ça va de soi. On peut examiner les deux parties, la victime contre l'auteur ou l'agresseur, si vous voulez. La victime, bien sûr, c'est la victime présumée.
Cette victime présumée peut être de n'importe qui. Ça peut être une victime de violence, ça peut être une victime d'accident, ça peut être une victime d'accident médical, ça peut être une victime de faute médicale, ça peut être une victime, ça reste toujours une faute présumée. Cette victime ne vous a pas choisi, n'a pas choisi son expert, mais surtout, cette victime ne va pas trouver dans le médecin expert la reconnaissance de son statut de victime. Sinon, on avait pu être pour les malades, pour les victimes, même les victimes d'un traumatisme X, d'un traumatisme direct, sur la constitution, c'est un travail, même simple chute chez lui, quand il est pris en charge aux urgences, on est conscient de ça, on prend en considération que les victimes, on lui donne le statut de victime. Quand il est face à un médecin expert, ce statut de victime n'est pas accepté, en tout cas, il n'est pas défini, n'est pas reconnu par le médecin expert. Le médecin expert a une simple question auquel il va répondre. Le médecin expert aussi peut être appelé à examiner l'auteur, l'agresseur, je dis toujours, l'agresseur présumé. L'agresseur présumé, il est examiné par un médecin pour confirmer qu'il est l'agresseur, pour le sanctionner par exemple, ou pour le priver d'un droit ou d'une réparation financière. Donc la question qu'on peut se poser ici, quelle est l'image de la médecine, quelle est l'image du médecin face à cette personne? Le médecin, on a toujours l'image du médecin. Le médecin traitant, le médecin sauveur, le médecin salvateur, se trouve comme médecin cherchant à sanctionner, le médecin cherchant à priver les gens de certains droits. C'est pour insister ici sur l'importance du respect de la dignité, notamment pour ceux privés de liberté. Et ce n'est pas par hasard que notre code de déontologie a prévu plutôt et insisté expressément sur l'importance donc de respect des malades, notamment de ceux privés de liberté. Les grands principes à respecter pour le médecin expert, là aussi c'est assez simple. D'abord, l'exécution personnelle. L'expertise est une mission qu'on fait à un médecin pour répondre aux questions. C'est le médecin qui doit répondre. L'exécution, elle est personnelle. C'est vrai que dans certains cas, en fonction du mode aussi, en fonction de la nature de l'expertise, on peut solliciter l'avis d'autres médecins. Généralement, dans tous les cas, avec l'avis du juge. Normalement, par la procédure pénale, par exemple, on n'a pas le droit de solliciter l'avis d'un autre médecin sans demander l'aval du juge, donc de façon simple. Une expertise, c'est personnel. L'expertise médicale, il faut être objectif. C'est pourquoi on choisit les médecins dotés d'une expérience, d'une compétence. L'objectivité, il n'y a pas beaucoup à parler en matière d'expertise parce que l'expertise égale objectivité. Donc, il faut être objectif. C'est pour ça la réponse à une mission ne peut être que d'ordre scientifique. Ce n'est pas de l'expérience personnelle qu'on parle, c'est de la science qu'on parle. Il est important pour l'expert de respecter les délais. Là aussi, les délais sont variables en fonction du mode de la nature de l'expertise. Il est important de ne pas dépasser les délais. Bien sûr, l'expert, lorsqu'il juge que le temps imparti est assez court, il doit demander au juge, il doit donner des explications au juge. Il doit informer le juge des difficultés de déroulement de son expertise. Il travaille finalement, le médecin, sous le contrôle d'un juge. Ce n'est pas habituel pour les médecins de travailler sous le contrôle d'un juge. Il y a une autre règle en matière d'expertise qui est le respect du contradictoire. J'ai mentionné entre parenthèses dans la procédure civile. D'une façon générale, les données de l'expertise, tous les intervenants dans un procès judiciaire ont d'une façon ou d'une autre accès aux données de l'expertise. Ce n'est pas le médecin qui va partager les informations, mais ils peuvent accéder. J'insiste que le fait que tout le monde ait accès à l'information ne donne pas le droit de tout le monde à accéder à l'examen d'un malade. Donc on peut, lorsqu'on est médecin expert, même dans la procédure civile, même lorsque l'autre victime a le droit de savoir qu'est-ce qui a été retrouvé à l'examen médical, il est tout à fait normal, il est conseillé quand on examine une personne, quand on est médecin, on l'examine tout seul. Bien sûr, il faut noter aux parties intervenantes les constatations qui ont été faites, mais l'examen doit se faire de façon décidée. Il est important aussi, quand on est expert, de respecter l'intégrité. Respecter l'intégrité physique. Quand on dit l'intégrité physique, je parle essentiellement du consentement. Le médecin expert mandaté par un juge ne fait pas que le malade n'a pas le droit au consentement. L'expertise médicale, c'est un examen médical, et tout examen médical nécessite un consentement. On ne peut pas examiner un malade sans consentement, qu'il s'agisse d'expertise ou d'autres règles. Donc le médecin expert n'a pas le droit d'examiner un malade sans consentement. On n'a pas le droit d'utiliser des moyens de coercition, de faire pression sur le malade.
La personne expertisée peut refuser l'acte de l'examen comme il peut refuser une partie de l'examen, comme par exemple refuser la réalisation de certains examens complémentaires. Donc le malade, l'expertisé peut refuser, on n'a pas le droit de l'influencer. Donc le refus d'examen est un droit pour tout malade, pour toute personne humaine si vous voulez. L'information du malade des conséquences, on peut se poser sur ça. Est-ce que lorsque le malade refuse d'être examiné, est-ce que lorsque le malade refuse le contenu de l'expertise ou de la mission, est-ce qu'il faut l'informer des conséquences de son refus? Parce que l'informer des conséquences est finalement un moyen de pression. Donc ça, c'est la grande question. Pour beaucoup d'experts, on n'a pas à expliquer au malade, on n'a pas à convaincre le malade. Au malade, il faut simplement annoncer qui on est, de quoi on a été cherché, et le malade va accepter ou va refuser. Bien sûr, le respect du secret professionnel s'impose. Donc, le code pénal s'impose, l'article 154 code pénal, la loi 2004 de l'article 1er de caractère personnel, bien sûr, notre code déontologie, notamment dans ses articles 19, tout insiste sur l'importance du respect du secret médical et l'expert ne peut imposer la présence d'une autre personne, même un confrère à l'examen, comme l'expert ne peut divulguer les informations. En effet, s'agissant du secret médical, l'expert n'est autorisé à communiquer au juge que les informations nécessaires à la réponse. Autrement dit, quand on est expert, on répond aux questions, pas plus. Situation un peu particulière, que faire lorsqu'on est médecin expert et on constate une différence par rapport aux stratégies thérapeutiques des médecins traitants. Ou quand on constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la prise en charge des malades. Pour faire simple, le médecin expert, le fait des informations qu'il recueille, le fait de son accès au dossier médical, peut envisager un diagnostic qui n'a pas été envisagé avec son confrère, peut envisager un traitement qui n'a pas été envisagé par le confrère traitant. Que faire quand on est médecin expert? Si depuis quelques heures, j'insiste à dire, le médecin expert répond à la question, rien que à la question. Donc ça va de soi que cette différence ne va pas être mentionnée dans le rapport d'expertise, il est sage, il est des règles de la déontologie, donc des droits du malade, il est tout à fait normal, voire exiger de l'expert de contacter le médecin traitant pour lui faire part de ses constatations. Je dis bien pour lui faire part des constatations, ce n'est pas pour imposer son avis, ni pour se moquer de lui entre guillemets. Donc simplement, vous êtes en train de constater quelque chose qui n'a pas été constaté par le médecin traitant, vous devez appeler l'attention du médecin traitant, au moins ce malade gagne quelque chose de l'expérience. D'un point de vue général, et pour faire simple, l'expert n'a pour objectif de répondre aux questions, il doit trancher sur des questions dans le technique jamais de droit, et l'expert doit avoir dans l'esprit toujours trois éléments. D'abord, l'objectivité judiciaire, l'objectivité, puisqu'il s'agit de la justice, les droits fondamentaux de la victime, toujours victime présumée, mais aussi les droits de l'auteur, toujours présumé. Donc ça, c'est la médecine expertale. L'expertise médicale impose certaines règles, certaines rigueurs, en particulier des règles éthiques et déontologiques qui vont se surajouter aux exigences techniques. Rapidement, les obligations déontologiques du médecin expert, notamment celle du chapitre 2 du titre 5 de notre code déontologie médicale. La première règle est connue ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant, un même malade. Ça, c'est la première règle. La deuxième, l'objectivité et l'indépendance. On n'insistera jamais sur l'objectivité et l'indépendance. L'expertise est par définition une histoire d'objectivité. L'article 72 est devant vous intégralement. Le médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise s'il juge que certains éléments sont de nature à entraver son accomplissement normal, notamment quand les intérêts de ses amis, de ses proches, de ses patients, voire les intérêts du malade du médecin lui-même sont en jeu dans l'expertise en question. Une autre règle déontologique, se présenter et informer le médecin, le malade de la mission. N'oubliez pas que pour beaucoup de malades, quand ils viennent consulter un médecin, il n'est même pas conscient de qu'est-ce qu'une expertise. Il ne sait même pas que vous êtes expert et que vous n'allez pas le soigner. Donc nous qui sommes un peu habitués à l'expertise, on est bien souvent confrontés à des malades qui nous demandent des prescriptions, des ordonnances, des avis d'ordre thérapeutique. C'est notre faute parce qu'on n'a pas bien expliqué au malade dès le début, quand il est là en tant qu'expert, on va simplement répondre aux questions qui nous ont été demandées. Encore une fois, j'insiste, le médecin expert doit réaliser la mission lorsqu'elle est étrangère, lorsqu'elle dépasse ses compétences. L'expertise est demandée par un juge qui ne comprend parfaitement pas la médecine. Il se peut qu'il pose des questions d'ordre médical
mais pas au bon expert quand il faut chercher le bon médecin pour avoir la bonne réponse. Respect du secret médical, c'est l'article 74. Dans la rédaction de rapport médical, donc de l'expertise, l'expert doit révéler uniquement des informations utiles à la réponse à la question, pas plus. Hormis ça, il n'a pas le droit de révéler le secret. Je termine par quelques exigences éthiques. D'abord, la totale probité de l'expert. L'expert doit être honnête. L'expert doit nous donner une image d'honnêteté. Il n'y a rien que par l'observation rigoureuse des règles morales et des principes de la justice. Exigence éthique aussi un peu particulière pour le médecin expert, c'est la relation de confraternité. Bien sûr, la question ne se pose pas que lorsqu'il s'agit d'expertise en responsabilité médicale, en tout cas essentiellement lorsqu'il s'agit d'expertise en responsabilité médicale. L'expertise, c'est l'indépendance. La confraternité, ça n'a rien à voir avec la complaisance ni avec la connivence. Si on est expert et appelé à se prononcer sur une affaire de responsabilité médicale, l'équation est simple. Soit on peut être honnête et on peut être objectif, on accepte la mission. Si on ne peut pas parce que c'est un confrère, c'est un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît, il faut tout simplement refuser l'expertise. Ailleurs, bien sûr, il faut être indépendant. Il faut garder une grande rigueur intellectuelle. Attention maintenant aux enjeux financiers de l'expertise. Les expertises, il y a des enjeux parfois financiers qui peuvent pousser à l'augmentation, mais je crois pas que les médecins doivent être concernés parce que les médecins sont tenus à la haute valeur morale. Je termine par le cas particulier du médecin réquisitionné. La réquisition, c'est quoi? C'est une réquisition d'un médecin par la justice. C'est une demande adressée à un médecin, traitant au nom d'ailleurs, expert au nom d'ailleurs, par la justice, afin de fournir des soins ou de rédiger un rapport médical ou encore de faire un prélèvement. La réquisition est à inscrire pour le Arabia, c'est une demande adressée à un médecin pour faire quelque chose. La loi veut qu'on n'a pas le droit de refuser, sauf certaines conditions, notamment une appui physique, mais aussi parce que ça dépasse le domaine de compétences. Sinon, le médecin doit respecter cette réquisition. Il doit répondre à la réquisition et il va agir comme étant un médecin expert et toutes les règles éthiques et déontologiques de la médecine expertale s'appliquent pour ce médecin réquisitionné. En conclusion, médecin expert, c'est un médecin, oui, mais c'est une médecine à haute finalité. La finalité, malheureusement, n'est pas thérapeutique, ou heureusement, n'est pas thérapeutique. La médecine expert et le fait qu'il y a des médecins, ou il y a des médecins dans les experts, c'est un signe de la confiance accordée par la société, accordée par la justice aux médecins. Le respect du patient s'impose, même s'il ne nous a pas choisi, il faut respecter son malade. Il y a des règles à respecter, mais quand il y a des règles à respecter, ça ne veut pas dire qu'il faut respecter les règles de la médecine. Les règles de la médecine générale s'imposent, le code déontologique est à respecter. Quelques exigences particulières concernent la médecine expertise, le médecin expert, compétence, rigueur, secret. Je termine toujours, médecin expert, c'est médecin brillant, c'est médecin modeste. Merci. De plus, le médecin doit respecter ce refus. Je tiens à insister que je n'ai jamais entendu parler, je ne crois pas qu'un jour un médecin a examiné un malade pour soit examen génital, examen anal ou encore un test anal entre guillemets ou test, sans l'accord du malade. Ça, c'est un point. Maintenant, sur quel prix, je pense que ça, il faut insister auprès du juge parce que c'est le juge qui demande. Ce n'est pas à nous, médecins, de demander à un juge de ne pas demander l'examen anal. Mais rassurez-vous, je n'ai jamais entendu parler d'un juge, d'un procès, on cherche à évaluer si les gens sont vierges ou pas, s'il y a un teint anal ou non. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui se passe en réalité. Nous, on fait de la médecine légale depuis des années, on examine ce type de malade depuis des années et des années. Donc, ce n'est pas du tout fréquent, ça c'est un point. Et deuxièmement, c'est quasiment exclusivement dans le domaine du viol, donc les allégations d'agression sexuelle. On n'examine pas, on ne demande pas à examiner des malades en dehors de ce contexte d'agression sexuelle. Ça s'est passé il y a quelques années, il y a eu une grande polémique. Ça se résume en une situation, je connais parfaitement la situation. C'était quelqu'un qui voulait qu'on examine, qui lui a demandé d'être examiné. Parce qu'il était accusé d'homicide. Parce que non, c'est pas ça ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est que cette personne a demandé à être examinée pour confirmer quelque chose. Si je vous demande de m'examiner mon dos, parce que j'ai un tatouage au niveau du dos, parce que le tatouage au niveau du dos vous permet d'être innocenté d'une affaire, vous êtes mon médecin, vous êtes prié de le faire. La justice ne va pas m'adresser, le juge ne m'adressera jamais à mon médecin traitant, il va m'adresser à un médecin expert, lui demandant la question suivante.
Le monsieur, pour sa défense, prétend avoir un tatouage d'une fleur rose au niveau de l'épaule gauche. Est-ce qu'elle est là ou pas? Est-ce que vous aurez fait ça? Est-ce que vous faites ça? Oui, absolument. C'est exactement ce qui s'est passé avec le fameux testament. Le monsieur a prétendu avoir des relations anales avec quelqu'un pour être innocenté d'un crime. Je n'ai pas parlé beaucoup, mais il a demandé à être innocenté d'un crime via c'est ça. Je comprends tout à fait, mais sans vouloir polémiquer, l'idée c'est que la législation tunisienne interdit l'homosexualité et pour l'approuver, il faut un examen anal. Moi, mon idée, c'est que quand le patient refuse, bien sûr, il faut le consentement, on ne peut pas l'examiner, mais n'est-il pas plus judicieux de protéger le patient et que ce soit le médecin qui refuse l'examen anal? C'est tout à fait défendable, mais d'un autre côté, ça serait c'est pas se mêler un peu de la justice quand on est médecin. Bah, c'est une question morale, hein. On est médecin, oui. Moralement, moi, sincèrement, ça me dérangerait beaucoup. D'abord, je ne suis pas médecin expert et je n'ai pas les compétences pour, mais ça me dérangerait énormément qu'on me demande d'examiner un patient pour prouver son homosexualité. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit... la législation tunisienne interdise, et on est en train de juger avec une législation qui date du Moyen-Âge, d'Apollos. Mais nous, on est médecins. Ça touche à la dignité du pour les médecins, nous avons toujours la possibilité de refuser. Personne ne vous obligera, monsieur, d'examiner ce type de malade, comme personne n'obligera moi, comme personne n'obligera qui Pas la réquisition. La réquisition, si le malade refuse. Il ne refuse pas. Le malade accepte. Et moi, médecin, on me réquisitionne pour faire un examen anal pour prouver une homosexualité. Vous n'avez pas le droit de refuser. Vous n'avez pas le droit de refuser. Parce que la loi m'interdit de Parce refuser. que la justice vous demande un avis scientifique. Mais c'est l'essence même de mon appel. Je sais que c'est obligatoire et que c'est même passible de 3 mois de prison. Le Conseil de l'ordre devrait diffuser une information que tous les médecins doivent refuser cette humiliation à un patient qui n'a rien demandé à personne. Une note de l'ordre des médecins ne change rien au débat. La loi pénale, c'est la loi pénale. C'est pas une note de l'ordre des médecins qui va changer ça. Sinon, on l'aurait fait depuis plusieurs décennies. Mais ça fera de la résistance civile. Et de toute façon. C'est tout à fait possible. C'est au législateur de régler cette question, c'est pas au médecin, franchement. Autre question. Si quelqu'un refuse un prélèvement pour alcoolémie, qu'est-ce que vous allez faire? Non, on ne parle pas de la même chose. Il vient de tuer 2 personnes, accident de la route. Il refuse. On ne parle pas de la même chose. Et quand il refuse, il est incriminé, c'est bien fait pour lui. Là, on est en train de parler de la dignité humaine. Oui, Je me présente, Dr Khanen Tilu, je suis membre du CNOB et je suis infectiologue. Et j'aurais peut-être 3 petites questions. Non, pas une question. J'ai 3 petites questions et en même temps des réflexions. Tout d'abord, est-ce que, parce que moi j'ai été appelée à faire des expertises en tant qu'infectiologue pour certains dossiers, etc. Et donc, tout d'abord, c'est une question pour tout le monde là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier s'il y a un lien de parenté ou pas entre le médecin expert et le patient? Ça, c'est une question que je pose. La deuxième, quand on est amené justement à faire des expertises, parfois on me demande est-ce qu'il y a un lien entre l'anomalie X et le dommage qu'a engendré cette anomalie. Est-ce qu'il ne faudrait pas préciser qu'on doit toujours utiliser le conditionnel, il ne doit pas être affirmatif? Là, je me pose la question. Moi, j'ai toujours répondu par le conditionnel, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Même si on a réexaminé le malade, même si on a revu le dossier, etc. Donc, par rapport à nos conclusions dans le rapport d'expertise, il faudrait peut-être mieux utiliser le conditionnel. Et troisièmement, des fois, on demande à 2 ou 3 experts à la fois pour le traitement d'un dossier. Est-ce qu'il faudrait un rapport d'expertise unique, commun, ou 3 rapports d'expertise, donc séparés? Je vous remercie. Merci madame. Donc, concernant le lien de parenté entre l'expert et le patient, c'est assez simple. La loi en déontologie exige du médecin de refuser l'expertise lorsqu'il y a un lien de parenté. Donc ça c'est la déontologie, mais la loi oblige le médecin effectif lorsqu'il accepte la mission avec un lien de parenté.
Je passe directement à la question 3 parce que la réponse est plus simple. Lorsque 3 experts ou 5 sont chargés d'une mission, normalement ils sont censés rédiger un seul rapport avec une seule conclusion. C'est l'apport de l'expertise collégiale. C'est qu'il y a plusieurs médecins qui s'accordent à dire sur la même conclusion. Toutefois, si quelqu'un sur les 5 ou sur les 1 médecin persiste sur une position différente, il pourra rédiger un rapport seul, et bien sûr, il expliquera au juge pourquoi il est en train de... Voilà, parce que c'est un effet, c'est pour ça que je pose la C'est tout à fait question. normal. Si tous deux, on est médecins experts et on n'est pas d'accord sur la même conclusion, chacun de nous émettra son rapport en précisant au juge que c'est un rapport d'un seul médecin pour une mission d'expertise collégiale. Il faut insister sur ça et dès le début expliquer au juge que c'est la réponse d'une des personnes qui a été chargée de la mission. Le point 2, j'ai oublié, le conditionnel. Alors le conditionnel, ça reflète un peu de la médecine légale. C'est la difficulté de la médecine légale, c'est pourquoi chez nous, la médecine légale est une spécialité, parce que le lien de causalité, c'est une science. Et ça obéit à des règles, ça obéit à des critères. Et si vous avez retenu si vous avez tous les règles, tous les critères d'imputabilité, votre imputabilité médico-légale est certaine, normalement, que vous utilisez conditionnel ou pas, ça ne change pas beaucoup, mais l'imputabilité, ça se discute. Avec les critères d'imputabilité, l'imputabilité, elle est soit certaine, soit elle est discutée, soit elle est certaine. Vous dites au juge, je suis certain, il y a A qui a entraîné B, mais si vous n'êtes pas certain, vous dites simplement qu'il y a un doute. Et voilà pourquoi il y a un doute. On peut être affirmatif, parce que des On fois... peut être affirmatif lorsque la science, permettez-moi, la science médico-légale vous permet d'être affirmatif, sachant que la science médico-légale peut parfois faire défaut, il peut nous trahir, parfois on ne peut pas être certain, et on est obligé d'expliquer au juge qu'on n'est pas certain, et voilà, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a une incertitude, voir quelles sont les probabilités, voir quelles sont les différentes possibilités aux hypothèses. Pourquoi je vous posez cette question? Parce que ne serait-ce qu'une interprétation d'une radio n'est pas la même d'un médecin à l'autre. Vous voyez, il y a toujours ce petit doute qui persiste. C'est l'intérêt de ce qu'on appelle les expertises collégiales. C'est ça l'importance. Quand on est droit à 4 à s'accorder que cette règle de thorax montre une fracture de la troisième côte gauche, le 6e médecin n'a pas le droit de ne pas l'avoir, même si la faute est acceptable dans le domaine médical. Et n'oublions pas, c'est une faute de responsabilité du médecin, par exemple, que la faute sur le plan juridique a une définition simple. C'est un manquement du droit préexistant qui n'aurait pas commis un autre médecin. Donc si je montre la radiographie et que vous avez un doute sur la fracture, si quelqu'un d'autre a un doute, on ne pourra pas reprocher à quelqu'un pourquoi il n'a pas vu la fracture. Et s'il y a une fracture avec une fracture déplacée de 3 cm, donc vous n'avez pas le droit de ne pas l'avoir. La règle de compte toujours qu'il n'y a que celui qui ne font rien qui ne se trompe pas. Merci. C'est ma dernière réflexion. Merci. Docteur Bayo-Deschamps, gynécologue libéral Mali. J'ai deux petites questions. La première, une remarque concernant ce que vous avez dit. À plusieurs reprises, concernant votre expertise, répond toujours aux questions du juge. Est-ce que vous est arrivé, et je pense que oui, que les questions du juge ne sont pas pertinentes ou insuffisantes, et que l'étude de votre dossier, ou même l'examen de votre malade, trouve des informations qui peuvent être utiles au juge, mais lui-même n'a pas demandé, n'a pas posé des questions. Et là, je pense que votre responsabilité est engagée, c'est-à-dire vous détenez des informations médicales que le juge n'a pas cherché à savoir. Donc, je cherche des explications. Deuxième question, remarque, vous savez, comme tout le monde, que certains dossiers dans les tribunaux tiennent à une expertise. L'expert, médecin ou autre, peut prendre le temps utile, plus qu'utile, lent et lent, et l'affaire reste dans les tiroirs. Alors, quelle est la position qu'il faut avoir face à ces juges, à ces experts, les experts qui traînent à donner un compte rendu d'expertise? Merci. Merci. Donc, concernant votre première question, concernant la mission, la règle veut que le médecin réponde aux questions. La règle aussi veut que le médecin expert peut communiquer avec le juge. Donc, si vous jugez qu'il y a une information particulière où la question peut être modifiée, ça nous arrive d'appeler les juges, de contacter les juges, de préciser que
la question peut-être n'est pas bien formulée. J'insiste encore une fois que nos amis juges ne sont pas médecins, ils ne connaissent pas parfaitement le domaine médical. Ils peuvent poser des questions de façon erronée, des questions auxquelles on ne peut pas répondre, et ça arrive de contacter les juges pour expliquer, pour préciser la mission. D'un autre côté, il y a une petite règle aussi, parce que certains juges utilisent, c'est la fameuse, tout ce qui est de nature à la justice, كل من شاهد ونمير على العدل. Donc, نطلب منكم 1 2 3 4 5 كل من شاهد ونمير سبيل العدل. C'est une proposition ouverte à l'expert. Ça peut se faire, c'est pas toujours le cas. Ça se fait essentiellement en termes de l'exposition pour être honnête, mais parfois, lorsqu'on ne cherche pas, on ne sait pas parfaitement ce qu'on cherche, le juge laisse la porte ouverte au juge, à l'expert de l'aider sur quelque chose qui peut aider, qui peut être critique. Ça peut se faire de façon simple. Sinon, la règle veut, on répond aux questions posées et on peut communiquer avec le juge pour ajuster le texte de la mission si nécessaire. Concernant les délais, oui, les procédures d'expertise sont différentes. Les procédures de l'expertise sont différentes en fonction de la nature de l'expertise. Et généralement, les experts sont tenus à des délais qui sont respectés. Et donc l'expert qui me répond au juge peut être... C'est une faute déjà de ne pas répondre dans les délais. Et il se peut que le juge cherche un autre expert de façon pour remplacer l'expert défaillant. Parce qu'on ne pas répondre dans les délais, c'est une défaillance de l'expert. Si vous ne répondez pas à temps, si les parties intervenantes font pression, bien sûr, le juge est obligé de nommer un autre expert. Merci. Donc, la dernière des dernières. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, je vous félicite pour cette très belle conférence. Vous avez dit que le médecin expert, c'est d'abord un médecin. Oui, c'est tout à fait normal. Nous avons étudié cette question en médecine et justice il y a longtemps, fort longtemps à Annaba, et beaucoup de confrères m'ont posé la question pourquoi c'est toujours le médecin légiste. Je leur ai dit, je ne sais pas. C'est le juge qui décide, c'est le juge qui est libre de choisir ce qu'il veut. C'est la justice algérienne. Mais quand bien même j'ai été voir le procureur général, je lui ai dit, monsieur le procureur, pourquoi vous nommez à chaque fois un médecin légiste? Pourquoi vous ne puisez pas dans le tableau de l'ordre des médecins, puisque nous existons? Enfin, j'ai été presque demandé la chose. Il m'a dit, oui, on peut travailler ensemble. Et depuis, c'est ces mêmes juges, ces mêmes magistrats qui nous adressent les dossiers, et à la commission de discipline du Conseil de l'ordre, c'est elle qui étudie la chose. Donc il y a quand même plusieurs médecins dans cette commission de discipline qui connaissent la chose à fond, puisqu'ils jugent un médecin ou un non-médecin, et c'est eux qui désignent ensuite des experts, et ces experts-là nous donnent un rapport sous pli fermé que nous ne sommes pas des juges, nous donnons sous pli fermé et au juge de décider en son âme et conscience. Et depuis, nous travaillons ensemble. Je ne sais pas si on peut aussi parler de ça. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Merci en tout cas. Si j'ai bien compris, vous parlez d'expertise en responsabilité médicale. Tout à fait. La règle chez nous aussi n'est pas différente parce qu'en matière d'expertise médicale, généralement, il y a. La règle veut, ça veut dire qu'il y a sans doute des exceptions, mais la règle veut que les expertises en responsabilité médicale sont d'ordre collégial. Donc il y a plusieurs médecins. Il y a des médecins des disciplines intervenantes dans l'affaire en question. Et généralement, il y a toujours, presque toujours chez nous, un médecin légiste qui est nommé avec, dans le collège d'experts. Et bien sûr, le médecin légiste ici apportera son aide en matière de la procédure légale, des textes législatifs et de la formulation des conclusions. Mais la décision finale, c'est une décision qui est prise de façon similaire entre les différents experts. Donc, chez nous, peut-être qu'il y aura, même si ça se voit, je pense qu'il faut l'épuiser. Et donc, je profite de l'occasion pour rappeler à mes amis experts que, indépendamment de votre discipline, même si vous êtes médecin légiste, si vous êtes chargé d'une affaire de responsabilité médicale, la réponse doit être toujours refuser cette mission pour tout simplement d'incompétence. Un seul médecin ne peut pas se prononcer sur l'affaire d'expertise de responsabilité médicale, indépendamment de sa spécialité. Il faut être plusieurs. Pour certains, il faut être au moins 2. Je pense qu'idéalement, il faut être 3. Et c'est la règle presque chez nous.
en justice tunisienne. Merci, c'est bien. Donc, il faut retenir pour le médecin expert l'importance de l'objectivité, de l'indépendance intellectuelle de l'expert. Il doit être indépendant, scientifiquement indépendant,